Bonjour Laurent Saillet. Bonjour. Vous êtes porte-parole des Républicains et vous allez sûrement nous dire si le populisme est une lèpre. J'étais très choquée par les propos du président de la République parce que je pense qu'au lieu de parler comme ça, il ferait mieux de se poser la question de la cause de la montée du populisme. Mais est-ce que le populisme est une lèpre? Je n'utiliserai jamais ces termes. Enfin, je pense qu'insulter des choix qui ont été faits démocratiquement, même si on n'est pas d'accord, ce n'est pas ça, être européen. Quand on est européen, tous les pays de l'Union européenne sont des partenaires, qu'on soit d'accord ou pas. Lui-même qui prône le dialogue avec tous, je trouve que d'utiliser ces mots, compte tenu de la crise que nous sommes en train de traverser sur le sujet migratoire, est totalement irresponsable. C'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne tolère pas qu'on ne pense pas comme lui, et il insulte les gens qui ne pensent pas comme lui, et qui ne lui ressemblent pas, comme il le fait avec les gens quand il a dit que les pauvres qui naissent pauvres et qui restent pauvres. Vous voyez, tous ces propos-là, ça cache le fond, mais il ne pourra pas toujours cacher la médiocrité de sa politique par l'insulte et par la tenue de tels propos. Est-ce que c'est le mot qui vous choque ou l'idée que le populisme est un danger? Vous savez, je pense que tout me choque. Sa façon d'agir, sa façon de traiter nos partenaires européens. Mais si on se centre sur la France, est-ce que par exemple en France, le populisme, sans être une lèpre, peut être un danger? Bien sûr que le populisme est un danger, et nous luttons contre ça. Nous, à droite, pourquoi nous rebâtissons notre parti, les Républicains? Parce que nous sommes le meilleur rempart au populisme. Parce qu'il se trouve que si la droite n'est pas forte, Emmanuel Macron n'aura en face de lui que l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est-à-dire le populisme. Et si des gens, y compris aux Républicains, ont des postures ou des idées qui sont clairement populistes, alors ils sont dangereux? Donnez-moi un exemple. Par exemple, l'un des vôtres, le numéro 3 du parti, Guillaume Pelletier, qui dit qu'il faut augmenter le SMIC de 10, 15, 20%. Ça fait partie des idées qu'on peut classer populistes. Lorsque lui-même dit que Emmanuel Macron a distribué un pognon de dingue aux puissants, cette division de la population entre puissants et les autres, ça fait partie de la rhétorique populiste. Est-ce que c'est un danger ? Je pense qu'en parlant du SMIC, il a voulu ouvrir le débat sur justement la difficulté des classes moyennes et les difficultés financières, tout simplement. Ce n'est pas du populisme que de vouloir débattre sur les difficultés qu'ont les Français à vivre avec un SMIC. De manière générale, non, mais cette proposition Laurent Wauquiez, hier, s'est exprimé sur le sujet. Notre priorité, c'est la baisse des impôts. Voilà. Maintenant, chacun a le droit de s'exprimer. Il y a du débat. Et il ne faut pas confondre débat et invective. La manière dont c'est exprimé... Vous pensez à Virginie Calmels, je suppose. Je savais que vous alliez me faire la comparaison, donc j'anticipe. C'est vous qui avez mis ça sur un plateau, mais sur le plateau. Que là, on a bien justement la démonstration de ce que nous voulons. Oui, nous pouvons débattre. Oui, il y a diverses sensibilités au sein de la famille politique, mais le débat, ce n'est pas ni l'insulte ni l'invective. Voilà la différence. Et donc, Guillaume Pelletier peut continuer à dérouler cette ligne politique qui est assez différente, au fond, de ce que pense, par exemple, Laurent Wauquiez ou l'ensemble du Parti Les Républicains. Chacun a le droit de s'exprimer, et puis, à un moment, il y aura une cohésion dans le projet que nous proposerons aux Français, et nous serons tous unis derrière ce projet et derrière notre président. Et il n'y aura pas d'accord avec le Front National, comme l'un des vôtres, Thierry Mariani, le propose. Il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Thierry Mariani est aujourd'hui un militant. Et donc, il le dit lui-même, c'est parce qu'il n'a pas de fonction au sein du parti. Il a une voix qui porte, la preuve, vous en avez parlé, on en parle. Il a une voix qui porte parce que vous remarquerez qu'à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose qui puisse mettre le parti en difficulté, c'est fortement relayé dans les médias, qui qu'il soit. Par l'opposition, c'est son par rôle, par votre opposition, par ceux qui s'opposent à vous, parfois par la majorité. Tout à fait, mais il a exprimé une position, nous l'avons dit, il en est au temps des paroles, le jour où il franchira et qu'il sera aux actes, là, effectivement, nous agirons. Vous regardez sûrement les sondages, sans y accorder plus d'importance que chaque homme ou femme politique veut bien le reconnaître. Emmanuel Macron progresse dans l'électorat de droite. Est-ce que c'est parce qu'au fond, les thèses et la politique qu'il défend sont plus en phase que ce que vous pouvez imaginer avec votre électorat? Vous savez, on fera les comptes au moment du choix, comme on dit. Nous verrons bien. Mais c'est la réalité. Comme on dit, aujourd'hui, il baisse plutôt à gauche et il monte de manière équivalente à droite. Est-ce que c'est un problème pour le positionnement des Républicains? Je pense que c'est très provisoire.
parce que la réalité de terrain, la politique qu'il mène n'est pas une politique de droite. Qu'il s'agisse de l'économie, avec une augmentation de l'impôt, une augmentation de la dette. Sur la partie régalienne également, il est très faible, justement, sur tout ce qui est sécuritaire, lutte contre le terrorisme, et complètement en méthode Coué sur la partie immigration. Vous savez, les gens de droite ne lui feront pas longtemps confiance. Nicolas Hulot semble avoir remporté une victoire, en tout cas ce qu'il présente comme une victoire, faire inscrire le principe de précaution sur l'environnement dans l'article 1 de la Constitution française. Le Premier ministre et le Président de la République avaient arbitré pour l'article 34 qui définit le domaine de la loi. Nicolas Hulot vient de pousser à ce que ce soit dans l'article 1er qui définit, disons, les grands principes généraux de la nation et de l'État. Est-ce que vous voteriez, est-ce que le parti votera ce type de réforme constitutionnelle? Alors déjà, vous pourriez dire que c'est sa deuxième victoire, parce qu'il a déjà gagné Notre-Dame-des-Landes contre la démocratie, contre la justice. Effectivement, le président de la République... Contre l'avis initialement évoqué exactement, lui a fait cadeau de Notre-Dame-des-Landes, lui-même. avec maintenant une zone de non-droit à qui on laisse des terres à des gens qui ont caillassé les policiers. Enfin bon, vous connaissez la situation. Mais sur la Constitution et l'environnement, justement. Vous savez, je pense que Emmanuel Macron, tant qu'à changer la Constitution, devrait le faire pour justement nous permettre de renforcer notre arsenal juridique dans la lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas comment sera rédigé cet article. Ouais. Il est certainement inutile et peut-être dangereux. Nous verrons. Laissons le temps. Pour le moment, ils ont annoncé ça parce que je pense que, comme il a envie de le maintenir un petit peu ou de lui faire plaisir, il a eu cette annonce qui est encore un peu un coup de com', mais on verra bien comment c'est rédigé. Mais ce n'est pas une priorité. C'est pour nous. Je ne dis pas que l'environnement n'est pas une priorité, mais l'inscrire dans la Constitution, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Vous savez, Emmanuel Macron a échoué avec Donald Trump sur l'accord de Paris. Il a échoué à faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris. Donc je pense qu'il ferait mieux de chercher à justement mener à bien déjà cet accord avec l'ensemble des partenaires avant d'inscrire cet article dans la Constitution. Jacques Chirac, qui est l'un des pères des Républicains, en tout cas qui est une figure de référence, est celui qui avait inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Est-ce qu'à l'époque, il a eu tort de le faire ? Non, il n'a pas eu le tort de le faire. Maintenant, si vous voulez, la Constitution, on va la bouger combien de temps? Pourquoi faire? C'est ce qui compte. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé dans la réforme constitutionnelle, c'est des choses qui ne vont pas changer grand-chose à la vie des Français. Nous, ce que nous voulons... Sauf si, de manière générale, on dit, par exemple, on donne les moyens aux juges constitutionnels d'annuler des lois qui ne respecteraient pas de façon générale le principe environnemental? C'est là où ça peut être dangereux. Mais je préfère rester prudente, car comme je vous dis, je ne sais pas comment sera rédigé cet article, et donc nous verrons bien à ce moment-là. Mais effectivement, c'est la porte ouverte à certaines dérives. Il y a un débat actuellement dont le gouvernement ne semble pas très bien savoir comment s'en sortir sur la réduction de la dépense publique, et en particulier des aides sociales, aides aux entreprises. Est-ce qu'il faut réduire la dépense publique et si oui, à quel endroit? Alors, il faut réduire la dépense publique. Concernant les aides sociales, notre position est claire. Nous pensons qu'il faut réformer le système et Laurent Wauquiez propose depuis longtemps une aide unique qui serait à 75% du SMIC pour que le travail paye toujours plus que l'assistanat. Mais qui, à la fin, quand on fera les comptes, quand on ferait les comptes, coûterait moins cher qu'aujourd'hui, c'est ça? Quand elle est mieux organisée, effectivement, il y a... Donc avec des gagnants et des perdants. Le but, c'est qu'elle coûte moins cher, mais il faut bien qu'elle soit très organisée et bien structurée. Mais donc vous assumez l'idée qu'il faut baisser les aides sociales? Je vous dis qu'il faut restructurer les aides sociales et qu'il faut qu'en tout cas, ce plafond d'aide sociale soit inférieur au SMIC pour que le travail paye plus que l'assistanat. Voilà notre position. Maintenant, commencer par remettre en cause l'aide de retour à l'emploi, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, puisque justement c'est une aide qui va dans le sens du retour à l'emploi et qui est bonne. Et les APL qui ont été réduites de 5 € il y a à peu près un an et qui maintenant devraient être gelées, ce qui devrait faire perdre à leurs bénéficiaires à peu près la même somme, 5 € par mois. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne réforme? Vous savez, ces mêmes Français qui ont subi la baisse des APL, et là, ce sont les mêmes qui déjà sont fortement atteints par la politique économique d'Emmanuel Macron et la politique fiscale qui, de fait, ne s'attaquent qu'aux gens les plus fragiles. Donc il ne faut pas geler les APL?
Il ne faut pas geler les APL parce qu'aujourd'hui, je pense que les Français sont en difficulté. Par contre, revoir tout le système pour qu'il soit plus efficace, oui, effectivement. Revoir tout le système pour qu'il soit plus efficace, c'est ce que disent tous les politiques quand ils sont dans l'opposition. Après, c'est compliqué. C'est compliqué, bien sûr, mais il faut faire. Je croyais qu'Emmanuel Macron était un grand réformateur. Il semblerait qu'aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. Merci beaucoup, Laurence Sayet.